professeur Khalidou Diallo. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Fédère. Vous êtes ancien ministre de l'Éducation nationale sous Wade. Et je suis aussi ton ancien professeur. Effectivement, au lycée de la Fosse, votre thèse sur le syndicalisme. Vous êtes également ancien secrétaire général du Sud-Est, après feu Iba Ndiaye Diadji, paix à son âme. Donc, vous êtes vraiment qualifié pour nous parler de la situation de l'éducation au Sénégal avec tout ce qui se passe. Comment est-ce que vous analysez la situation? Le gouvernement a fait des propositions qui apparemment n'agréent pas les syndicalistes. Est-ce qu'on va vers une année perdue? Je voudrais d'abord présenter les condoléances à tous les syndicalistes suite au décès du doyen Amadou Ndéné Ndiaye. Amadou Ndéné Ndaw. Paix à son âme. Oui, il est décédé le 8 mars février. Il fut le secrétaire général du SAES, syndicat autonome des enseignants du Sénégal, mais les agents en 1952. Il a été directeur de cabinet d'Iba Der Thiam. Puis ensuite, c'est un monument du syndicalisme. Je voudrais également rendre un hommage à un autre syndicaliste qui est lui en vie, mais très vieux parce qu'il est né en 1920. Machallah. C'est le Diop Thierno et il est plus âgé d'Ahmed Mokhtar Mbow d'une année. Lui aussi, il était le secrétaire général du syndicat unique après 1945. Il fut directeur de cabinet d'Ahmed Mokhtar Mbow pendant plusieurs années au niveau central. Finalement, il est retourné comme simple directeur d'école à l'école de Colobane, où il a eu sa retraite. Il y a 3, 4 ans, 5 ans, il a publié un livre sur Mon enfant, tu seras enseignant. Je voudrais recommander à tous les syndicalistes de s'inspirer de ces deux monuments du syndicalisme et qu'avec les Souleymane Ndiaye et avec les Iba Der Thiam ont beaucoup fait pour l'éducation et sont les responsables des acquis que nous avons sur la partie du statut particulier des enseignants. Oui. Alors, comme je disais, la situation de l'école, comment est-ce qu'il faut faire pour sauver l'année? Comme désormais c'est récurrent, on parle de sauver l'année, sauver l'année. C'est une excellente question. Je pense qu'il y a deux acteurs, bien sûr, le gouvernement et les syndicats. Et d'abord, le gouvernement, il faut qu'il poursuive à dialoguer, qu'il continue à dialoguer. Et il a déjà fait des efforts, parce que j'ai noté quand même les propositions que le gouvernement a fait, et je voudrais demander aux enseignants, aux syndicalistes que je connais, de prendre acte d'abord. Parce que je connais personnellement tous les secteurs généraux de syndicats, que ça l'Alliance enseignement secondaire avec Saoudou Sène Blindoy, mais que ce soit également les syndicats de l'élémentaire et des inspecteurs. Je pense que c'est tout à fait possible de trouver une solution avec ce que je viens de voir. D'abord, pour le gouvernement, comme je viens de le dire, il faut négocier, il faut continuer à faire des efforts pour les syndicats d'enseignants. Parce qu'après, je vais faire des recommandations pour les deux, pour les syndicats d'enseignants. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le droit syndical et le droit à la grève, avec les conventions en 87, les conventions en 98, la Constitution du Sénégal, la loi 133, le Code du travail. Ça donne le droit à la grève. Mais également, il y a le droit à l'éducation pour les enfants. Et ce droit à l'éducation est reconnu par, bien sûr, d'abord le droit de l'homme depuis 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, mais également la Constitution du Sénégal. Mais également la loi d'orientation 91, modifiée la loi 2437. Donc, s'inspirer de tout cela pour que nos camarades enseignants sachent qu'il y a ce qu'on appelle le droit à l'éducation des enfants. Donc, toute grève a une limite. Quand la grève a atteint un certain niveau, il faut penser à l'avenir des enfants. C'est pourquoi je pense qu'il y a des formes de lutte. Et la forme extrême, c'est la grève, ça devait être la dernière étape. Et il y a également d'autres formes de lutte qui sont innovantes en ce qui concerne l'arrestation de notes, etc. Et tout ça. Mais je pense que non, on ne viendra pas à ce niveau-là. Je voudrais donc lancer un appel aux syndicats et à l'État pour qu'on trouve une solution consensuelle.
Au cas où on ne trouverait pas cette solution, bien sûr, j'ai des propositions à faire. Lesquelles, si on ne trouve pas de solution, justement? Si on ne trouve pas de la solution. Vous connaissez le contenu des accords. Vous avez été facilitateur pour le protocole de 2014, et pour même le protocole le protocole de 2014, j'ai reçu le secrétaire général dans mon bureau. Et pour le protocole de 2018 ou 19? J'ai été voir le président, je suis revenu les voir. Oui. Tout ça. C'est la même chose également pour les accords de 2018. Oui. Et je sais que le gouvernement actuellement, de mon point de vue, parce que n'oubliez pas que l'indemnité d'enseignement était de 20%. Sous Abdiouf, il était à 35%. Abdoulaye Wade l'a porté à 50% du salaire, du salaire indiciaire. Et actuellement, le pouvoir propose 60%. Or, l'indice encore, qui était de 39% jusqu'à 1980 jusqu'à 1980, a été porté à 45, plutôt de 39 francs, a été porté à 45 francs avec Wade, ensuite à 50. Maintenant, le gouvernement vient de proposer encore une augmentation du point indiciaire. Ça veut dire quoi? Le point indiciaire, parlé avec 60% de cela, c'est une augmentation importante et seuls les enseignants ont la possibilité de conserver ce pourcentage même à la retraite. Aucun autre fonctionnaire ne doit le faire. C'est pourquoi je lance, on appelle aux enseignants pour qu'ils fassent attention. Vous parlez souvent d'harmonisation. L'harmonisation n'arrange pas les enseignants parce que les enseignants ont bénéficié d'un statut particulier de 66, ensuite de 77. Et ce statut particulier leur permet beaucoup d'avantages. Et si on harmonise tout, on remet en cause tout. Donc il faut qu'ils fassent attention. Donc il doit avoir des acquis, mais il ne faut pas qu'ils remettent en cause le statut particulier. Il ne faut pas également confondre les indemnités liées au corps et les indemnités liées à des fonctions. Donc je voudrais donc que les camarades enseignants d'abord prennent acte des acquis qu'ils ont, puis ensuite qu'ils puissent, de mon point de vue, faire une pause, réfléchir sur ces acquis, et bien donner au gouvernement d'améliorer la situation et de faire des choses plus tard. Pour le gouvernement, je pense que quand les syndicats ont leur stratégie syndicale, alors c'est la stratégie de lutte. Le gouvernement aussi avoir une stratégie de riposte. Donc pour vous, le gouvernement n'a pas de stratégie de riposte? Il n'a pas actuellement. Mais à part couper les salaires. La seule riposte, non pas seulement à part couper les salaires de ceux qui font la grève. C'est pas seulement couper les salaires, ça fait partie, mais pas seulement couper les salaires. Mais justement, est-ce que couper leur salaire n'envenimerait pas? Oui. C'est-à-dire que les textes sont très clairs. Quand vous ne travaillez pas, vous n'avez pas droit au salaire. Vous avez mis en France, par exemple, la CGT, quand elle fait la grève, elle refuse aux militants qu'ils prennent les salaires de grève. Tout juste, la CGT négocie la façon de couper ces salaires. C'est parce que c'est important. On ne coupe pas les salaires en un seul mois. C'est ce qu'il devait couper en 2 mois, on le coupe en 10 mois. Donc ça, c'est réglé de mon point de vue. Maintenant, le gouvernement devrait, de mon point de vue, savoir, que dans les textes actuels, on va vers des élections de représentativité. C'est en avril. Les mandats des syndicats dits représentatifs, c'est terminé au mois d'avril. Donc on doit aller vers des élections de représentativité. Ensuite, réformer les textes dans la perspective de ces élections. C'est 2 choses, c'est 2 aspects. Le premier aspect de la réforme, c'est descendre le niveau de représentativité de 10 à 5%, mais essayer de faire comme en France ou dans beaucoup de pays, où un syndicat non représentatif ne peut avoir une grève légale. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas déposer un préavis. Tous les syndicats qui ne sont pas représentatifs, il ne faut pas se regrouper comme actuellement, comme fait le G20, pour déposer des préavis. Donc, excusez-moi, professeur, pour vous, il y a une surenchère par rapport à ces élections qui se profilent à l'horizon, au mois d'avril, comme vous dites. Il y a une corrélation. Je ne parle pas de ça, mais de façon, de mon point de vue, le président, le gouvernement devrait anticiper. Parce que le gouvernement sait qu'il y a des élections de représentatifs. Et quand le G20, qui n'est pas dans le G7, alors, accuse le G7 de faire la participation responsable, de ne rien faire. Et on va vers des aides. Vous savez que les syndicats aiment bien les syndicats qui s'agissent. Les syndicats des G7, bien sûr, doivent réagir. Et ce qu'ils font actuellement, c'est-à-dire non seulement à l'intérieur, ils sont divisés parce que le G5
est en grève juste il y a une semaine, tandis que l'Alliance de l'enseignement moyen secondaire, eux, ils sont en grève depuis 2 mois. Et eux, ils sont les plus radicaux. Et ils contrôlent également la partie la plus difficile, parce qu'ils contrôlent les collégiens et les lycéens. Donc le gouvernement doit faire attention. Là-bas, c'est le QSEMS et le SAEMS. Le QSEMS, pour ceux qui est le QSEMS le et le secondaire. SAEMS. Oui. Et ils représentent plus de 75% des enseignants d'après les élections passées. Alors donc, à ce niveau-là, je voudrais lancer un appel pour qu'on retrouve l'unité syndicale autour du G7, qu'on puisse ensemble négocier et conserver l'essentiel de l'unité des enseignants. Moi, et je fais l'autre recommandation, bien sûr, que je fais au gouvernement, c'est de modifier le texte pour l'avenir. Modifier le texte pour l'avenir, c'est quoi? Faire en sorte que, non seulement qu'on organise ces élections représentatives, mais faire descendre, comme je vous ai dit, un pôle de taux à 5%, mais également préciser qui doit pouvoir déposer un préavis de grève, qui doit pas déposer, sinon ça ne sert à rien. Oui, de faire des élections de représentativité, oui. Si tout le monde peut... Si tout le monde peut. Alors, dites-nous un peu, l'État aussi, on reproche beaucoup à l'État de ne pas respecter les accords signés avec les enseignants. Qu'est-ce qu'il faut faire là également pour que les engagements soient signés? Et à votre niveau de connaissance, est-ce qu'effectivement, l'État n'a pas respecté beaucoup des accords signés en 2014 et en 2018, les protocoles? Il y a des accords. Structurellement, il est très difficile à l'État de les respecter. Pourquoi? Comment ça? Par exemple, le fait de dire qu'il y a lenteur dans la prise des actes administratifs, la question de rappel. Alors, le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale vient de dire qu'il y a 101 000 enseignants. Et ces enseignants certains doivent avancer tous les 2 mois, ou tous les 2 ans, ou bien avancer au choix tous les 4 ans. Alors, si le gouvernement ne maîtrise pas ces avancements, ces reclassements, parce qu'en fonction de il y a des reclassements, mais les avancements représentent une telle somme qu'il est très compliqué, très difficile à l'État de budgétiser même ça. Or, l'État fonctionne avec un budget. Donc, il faut que l'État trouve une solution. Parce que il ne maîtrise pas la façon dont les enseignants avancent, parce que plus un enseignant est brillant, plus il a des diplômes, puis il a le CAP, le CAS. Ensuite, on leur classe. Si on leur classe, son salaire augmente. Si son salaire augmente, il a droit, bien sûr, à un avancement, à un rappel. Et l'État ne peut pas contrôler ça. Ensuite, il y a ces avancements d'échelon et ces avancements de grade. L'État aussi ne peut pas contrôler ça. Donc, il est très difficile à l'État de maîtriser ça. C'est pourquoi, il y a 2 ans, 3 ans, j'avais dit que d'ici quelques années, la masse salaire va imploser. Parce que l'État du Sénégal avait décidé de supprimer le volontariat. Alors, que tous les maîtres sortant avec le niveau bac seront des élèves maîtres. Dès qu'ils sortent, ils sont titularisés. Mais ça, c'est une masse salariale énorme. Et dans la perspective de l'avenir, de mon point de vue, pour avoir une éducation tout à fait qui tienne compte de l'intérêt des enfants, il faut aller même plus tard, un parti en tout cas, vers une régionalisation, une sorte de départementalisation, pour mieux responsabiliser les localités, les collectivités locales, soit au niveau de recrutement, soit de la prise en charge. Sinon, à ce rythme, il sera impossible à l'État, bien sûr, de prendre en charge ces avancements. Voilà. Voilà. C'est très compliqué. Mais je trouve également, pour la qualité de l'éducation en Sénégal, il faut absolument former les enseignants. Il faut qu'il y ait un bon niveau de recrutement. Il faut une prise en charge tout à fait normale. Mais ça ne peut pas aller forcément avec des grèves comme ça. L'État, enfin, je termine par là sur cette question. L'autre proposition que j'ai faite à l'État, c'est que nous avons l'expérience du Covid, c'est-à-dire de la Covid, où il y avait apprendre à la maison. Je pense qu'il y a un canal, ce qu'on appelle canal éducation, le canal 20. Mais l'État doit profiter de cette grève pour non seulement renforcer la stratégie d'apprendre à apprendre à la maison, mais également bien faire fonctionner justement le canal 20
pour que les enfants ne restent pas à la maison comme ça à chômer. Oui. Ça également, je pense que l'État devrait prendre ça en Là, charge. on évoque la qualité de l'éducation, vous l'avez dit. Est-ce qu'on ne va pas avoir aussi une éducation nationale à deux vitesses avec le privé qui étudie, entre guillemets, avec ces mêmes profs qui sont en grève dans le privé, dans le public, mais qui font cours dans le privé? Est-ce qu'à ce rythme-là aussi, on ne va pas avoir deux éducations nationales au Sénégal? Oui, c'est vrai que l'école privée fonctionne. Oui, l'école privée fonctionne. Mais l'éducation nationale, de mon point de vue, a les enseignants les plus qualifiés. Pratiquement, actuellement, tous les enseignants de l'éducation nationale du primaire sont qualifiés, ont le CAP ou le CEAP. D'autres ont le CAS ou le CAPES. Et ils sont bien traités. Les enseignants du privé, non seulement plus de 80% ne sont pas diplômés pédagogiquement, mais les conditions de vie des enseignants du privé sont tellement difficiles qu'il est très compliqué enfin qu'il ait un enseignement de qualité au niveau de certains établissements. C'est vrai que dans l'enseignement catholique, maintenant, les conditions sont meilleures, mais dans l'enseignement privé, laïque, les conditions sont extrêmement difficiles. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est les enseignants du public qui font fonctionner l'enseignement privé. Car beaucoup de collègues du public font des cours dans le privé. Vous voyez, cette année, lorsqu'on a recruté un peu les 5000 enseignants, en donnant la priorité à ceux qui ont des diplômes pédagogiques, mais les écoles privées ont protesté pour dire que l'État a volé l'ensemble de leurs enseignants qui étaient de qualité pour les amener dans le public. Donc l'école privée, c'est vrai, c'est de la qualité, mais l'école publique a les meilleurs enseignants. L'école publique a eu dans de meilleures conditions de travail. C'est pourquoi il faut que ces enseignants soient conscients quand même de l'effort que l'État a fait et que de l'effort que les parents d'élèves et les populations ont mis sur eux pour l'avenir de leurs enfants. Alors, vous êtes également politique avec votre mouvement. À l'aide, on ne peut pas ne pas vous interpeller sur l'actualité. Au-delà déjà des enseignants, nous avons les ASP, on les a suivis dans le journal en train de manifester là également pour une régularisation, revalorisation des cotisations sociales. Qu'est-ce que ça vous inspire? Avant de parler purement politique. D'abord, je pense que l'État n'a pas tiré la leçon des volontaires de l'éducation. Lorsque l'État a créé les volontaires, ces volontaires-là, j'ai souri. J'ai ri même sous cap. Parce que les volontaires de l'éducation n'avaient que 50 000 francs. Oui. Ils n'avaient droit ni à l'éducation, ni au droit syndical, ni à rien. Eh bien, lorsqu'ils ont atteint une masse, mais ils ont décidé de se défendre parce que c'est la règle du travailleur. Et c'est la même chose. Comme actuellement ils sont très nombreux, ils sont conscients de leur force, mais ils vont demander l'amélioration de leurs conditions. Avec un corps spécial. Voilà. Alors, je disais en politique, vous êtes j'ai participé aux élections. J'ai participé aux élections. Vous avez été Oui, j'ai participé. Vous avez des élus? Non, j'ai participé aux élections locales au niveau de mon département à Matam, au niveau de ma commune à Ogo, et bien sûr j'avais des listes à l'intérieur des listes de Benno Bokk Yaakaar. Et vous savez quand même que les régions ne ressemblent pas à Dakar. Et bien sûr Dakar c'est dans le Fouta et dans le Matam. Et bien je pense que les résultats, peut-être c'est 100%. Même les 2 communes ou 3 communes qui ont été gagnées par des responsables qui revendiquent également leur appartenance à Benno Bokk Yaakaar. Voilà. Donc j'appartiens à la mouvance présidentielle. Le gouvernement, vous êtes Macky Sall, vous en a parlé. On attend la nomination d'un premier ministre et d'un nouveau gouvernement. C'est pour quand? Ça relève vraiment ça relève de M. Pouzalis. Moi j'ai été ministre 2008-2012 et je pense que le ministère de l'Éducation est derrière moi. Et je travaille avec le président et je travaille pour le Sénégal. J'ai bien sûr, je m'engage pour le pays. Je m'engage pour le Sénégal et je m'engage particulièrement pour l'éducation, pour les travailleurs. Et c'est ça mon rôle. Mais ce n'est pas pour des affaires personnelles. Je pense avoir, de mon point de vue, rendu service à l'État du Sénégal pendant que j'étais aux affaires. Et je continue à rendre service à l'État du Sénégal là où je suis. Mais un retour aux affaires est envisageable pour vous si le De toute président... façon, moi je ne travaille pas pour retourner aux affaires. Je travaille pour le pays.
Mais vous pourriez retourner aux affaires si le président vous sollicite. Mais ça, seul Dieu sait. Voilà. Vous ne dites ni oui ni non. Non, je sais, Professeur, c'est pas ce que vous m'aviez appris au lycée. Oui, ce que je vous ai appris, c'est que vous êtes là aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Hein? Et je vous en remercie. Vous êtes là aujourd'hui devant moi. Je suis très fier d'avoir été professeur au début des années 90. Et j'ai traversé le canal pour devenir professeur à l'université. À l'université. Merci beaucoup, Merci professeur beaucoup. Khalidou Diallo. Merci. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la télévision Futurs Médias.